inviter notre prochaine intervenante, Madame Aïcha Bachar. C'est un docteur de sciences politiques et sociales et à l'université, dans une université à Bruxelles, l'université libre de Bruxelles, où elle participe aux recherches et surtout elle s'est penchée sur la radicalisation et aujourd'hui elle travaille sur l'immigration, la jeunesse, l'immigration, les jeunes, la violence et l'identité collective. Recevons Madame Bachar, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tous. Donc voilà, je souhaiterais étaler mes remerciements aux organisatrices et en particulier Madame Wada et Madame Elsa Chaker pour l'invitation et l'association, tous les membres et les membres du conseil d'administration de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Et donc voilà, je suis Aïcha Bachar, docteur en sciences sociales et politiques. Je suis maman de 4 enfants. Je suis belgo-marocaine et donc si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour témoigner de mon vécu en tant que femme. Donc certes que nous sommes des académiques et comme j'ai dit à notre monsieur Mohamed tout à l'heure, c'est que la violence n'a pas de classe sociale, n'a pas d'origine ethnique, n'a pas de religion. Donc la violence est un phénomène mondial. Moi-même, je suis issue d'une famille soi-disant financièrement aisée. J'ai pu faire des études, mais j'ai toujours été témoin d'une humiliation et d'une violence psychologique qui a été vécue par ma maman. Pourquoi? Parce que la pauvre était issue d'une famille modeste qui lui a pas permis de faire des grandes études. Et quoi qu'elle fasse pour faire plaisir à la belle famille, ses gestes, ses comportements déplaisaient. Mais pourquoi? Parce que l'origine ethnique de maman et puis, son niveau soi-disant social déplaisait à la belle famille. Donc voilà. Cette violence n'était pas la seule. Pourquoi? Parce que je suis issue d'une société comme d'autres, bien évidemment de partout dans le monde, où le poids du patriarcat est prépondérant. Dans quel sens? Dans le sens où ma belle famille, il y a eu une reproduction de la violence. Malgré que moi j'étais éduquée, j'avais de la force, de l'indépendance financière et tout, et pourtant ma belle famille a exercé une pression sur moi, sur ma façon de m'habiller par exemple. Donc malgré que j'étais toujours fière d'être femme, fière de m'habiller en tant que femme, mais eux, ils ont un code vestimentaire familial. Donc certaines mettaient le djellaba et puis le voile comme code vestimentaire du respect. Donc dans leur imaginaire, une femme respectueuse est une femme qui est dressée comme ça, qui est habillée comme ça. Donc ça, juste quelques exemples. Mais ce vécu-là m'a donné beaucoup de force pour militer pour ce combat. C'est la raison pour laquelle je suis la secrétaire générale du Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. Et je suis aussi fondatrice et directrice de European Center for Development and Geostrategic Studies and Analysis. Mais pourquoi, mesdames? Parce que lutter contre les violences faites aux femmes, pour moi, n'est pas un slogan, n'est pas une occasion pour me prendre en photo et puis partir. L'élimination des violences à l'égard des femmes est un combat de tous les jours pour moi, mesdames et messieurs. Donc c'est un combat existentiel pour moi. En fait, d'habitude, je prépare des conférences sous forme de cours magistral, mais cette journée ne permet pas de donner ce genre d'intervention, ne permet pas d'adopter ce genre de speech. D'où, tout à l'heure, en fait, la réponse de Mohamed par rapport à l'ethnie qui traitait mal toutes les femmes interpellées, parce qu'en fait, j'ai fait des recherches sur le terrorisme, comme Madame soulignait tout à l'heure, parce que je suis très spécialisée dans tout ce qui est violence, donc violence urbaine et violence sous toutes ses formes, et entre autres le radicalisme religieux, le radicalisme violent religieux. Et donc, dans les résultats de mon terrain, le statut de la femme
chez les terroristes, la femme a un statut particulier. Je ne parle pas de toutes les femmes, je parle des mamans. Et dans mon terrain, donc même avant qu'ils partent en série, les jeunes laissaient des lettres d'avis à leur maman, donc pour les avertir de leur départ. Et même quand ils sont sur place, ils nouaient contact avec la maman en premier lieu. Et donc dans leur embrigadement, les recruteurs les isolent de tous les membres de la famille, des amis, de tout le monde. Mais ils ne les isolent pas du contact avec la mère. Pourquoi? Parce que dans la religion musulmane, le paradis est sous les pieds de la mère. Donc, si vous voulez le paradis, il faut absolument garder un bon contact et des bons rapports avec les mamans. Donc, c'est pour ça que sa réponse tout à l'heure n'était pas très convaincante pour moi. Et j'ai eu aussi dans mon terrain des repentis, des talibans, donc, qui m'ont confirmé le constat. Et j'ai parlé aussi tout à l'heure de la résolution 1325 qui a pour objectif l'émancipation, donc indirecte, l'émancipation financière de la femme, parce qu'il n'y a pas de paix sans justice sociale, il n'y a pas de paix sans justice économique. Donc si on veut de la paix dans le monde, on doit avoir un monde plus juste. Et surtout pour nous les femmes, l'éducation, pour moi, est la clé et plutôt la porte d'entrée pour une paix mondiale. Je suis vraiment désolée pour ce speech très 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 court. En fait, j'ai mon train à 18h, donc il me reste 20 minutes, même pas 20 minutes, pour être à la gare du Nord. Donc je vous remercie et encore une fois très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Il est 16h35. Donc il me reste 25 minutes. Non, 16h35. Ah, il est 16h? Oui. Mais j'ai le temps. Je suis vraiment désolée. Et en plus, depuis tout à l'heure, j'harcèle Madame Ouada, je lui dis je dois partir. Il est 16h. C'est bien, c'est pour avoir plus la parole. Mais non, vous plaît. C'est parfait, alors, mesdames. Alors, donc, oui, donc mesdames et messieurs, autour de nous, donc moi j'ai eu le courage de mettre des mots sur ma souffrance. J'ai eu le courage de le dire, malgré que au début on hésite, malgré que vous êtes victime de la violence. Vous ne pouvez pas en parler. Vous avez peur pour votre notoriété. Vous êtes docteur, vous travaillez dans plusieurs institutions, donc malgré que vous êtes victime, vous vous dites que, voilà, quel héritage je vais laisser à mes enfants? Donc, malgré que j'étais victime, donc le vrai victime, j'étais même, moi ma situation, plutôt mon cas, donc la violence chez moi est allée plus loin, dans la mesure où je parlais. Vous mettez ça sur Facebook? Direct. Non. J'ai 6 000 followers. Ah, vous avez 6 000 followers. Enchantée. Allez, 6 000 followers. Vous aurez de la matière. Donc, on va directement... Non. Donc, voilà. Je ne vais pas trop m'attarder sur ma vie privée, puisqu'en fait, comme j'ai dit, c'est un phénomène qui n'a épargné personne. Et donc tous les vécus, donc je pense que on a beaucoup d'histoires, mais on a un point d'intersection qui est la volonté d'éliminer la violence sous toutes ses formes, que ce soit conjugale, urbaine ou autre. Bien évidemment, le Conseil de l'ONU nous a sorti la résolution 1325, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une importance, donc l'impact des conflits armés sur les femmes et surtout les jeunes filles dans le monde est grand. On essaye d'assurer une protection. Il y a des accords de paix qui sont en train de se faire. Que ce soit à l'est du Congo, au Mali, en Libye, en ex-Yougoslavie, au Rwanda ou ailleurs. Mais comme j'ai souligné tout à l'heure, 70% des victimes sont toujours des femmes. Donc je vous donne quelques chiffres. 60 000 femmes ont été violées en Croatie.
pendant la guerre. 500 000 femmes ont été violées au Rwanda durant le génocide. Donc je pense que tout le monde est au courant de ce génocide qui a donné oui, presque un demi-million de morts. Donc c'est énorme, c'était en 1994, donc 1994. Entre 1991 et 2001, donc il y a eu jusqu'à 500 000 femmes qui ont été victimes donc, pendant la guerre entre la Bosnie et l'Herzégovine. Donc, les nombres sont interpellants. Les plans mondiaux, plutôt nationaux, pour l'élimination de ces violences sont nombreux, mais toujours sans impact. Quand vous essayez d'évaluer l'impact de ces plans, parce que là, par exemple, je vous donne le cas chez nous, donc en Belgique, nous sommes déjà au 4e plan national pour lutter contre ce phénomène, mais les résultats, il y a toujours des féminicides chez nous. Il y a 7 décès pratiquement toutes les semaines. Rien qu'il y a 2 semaines, il y a eu un féminicide juste à côté de chez moi, 30 mètres de chez moi. Une dame aussi qui osait parler, une femme indépendante sur le plan financier, très ouverte d'esprit, très intellect. Elle a tout ce que vous pouvez imaginer avoir. Donc elle n'a pas de défi, soi-disant, dans la vie, à part un homme, un bourreau. Elle n'a pas voulu se soumettre. Et puis, quand elle a refusé, il l'a égorgée, donc il l'a tuée. Il a mis fin à sa vie. Donc les exemples sont très divergents. Alors, mon appel en tant que femme, c'est que ces plans-là se consolident et qu'il y ait plus de consolidation du rôle de la femme dans la paix dans le monde. Et comme j'ai dit, qu'on arrive à avoir un embargo sur la vente d'armes, puisque pour moi, les violences psychologiques, donc la logique des violences psychologiques ou physiques et les guerres sont les mêmes. Il y a toujours ce rapport d'hégémonie. Donc soit vous allez vous soumettre, soit on va vous tuer. C'est la même chose. Dans les guerres, c'est pareil. Donc regardez par exemple le cas de l'Ukraine. La Russie, les Ukrainiens étaient chez eux. La Russie vient d'entrer par force. Les Ukrainiens n'ont pas voulu se soumettre et donc ils continuent à les exterminer en quelque sorte. C'est toujours la même logique. Et donc, ce qui accentue ce genre de logique, c'est, par exemple, l'intervention de la communauté internationale. Donc, on donne encore des armes à l'Ukraine pour aider, mais ça ne va pas aider à résoudre le problème. Les femmes aussi, on a des résolutions en place, mais est-ce que ça nous aide? Les conflits sont nombreux. Il y a beaucoup de victimes. Nous, les femmes, en fait, ce n'est pas une approche victimaire, donc là, l'approche que je suis en train d'aborder, mais c'est juste pour vous dire qu'on doit miser sur l'éducation. Là, par exemple, mon centre, le European Center for Development and Geostrategic Studies and Analysis, qui est ce qu'on a fait récemment. Donc, on était en prison, j'ai eu l'occasion d'aller dans une des prisons belges, qui est Arles, et donc, on a fait des ateliers avec des femmes qui ont commis des crimes. Donc, certaines ont tué leur mari, une, par exemple, a tué ses enfants. Oui, ses 2 enfants, mais la pauvre, il faut avoir un peu son récit de vie. Il faut remonter aux origines de cela. C'est toujours, quand on a fait le décloisonnement des causes, c'est toujours donc la violence extrême vécue par la personne. Donc, c'est une forme de suicide. Commettre une violence extrême parce qu'ils savent à quoi ça va aboutir, soit en prison, soit à la tombe. Donc ils veulent plus ils intériorisent. Madame tout à l'heure a parlé d'un processus de réconciliation, ce qu'on appelle chez nous la résilience. Il y en a ceux qui arrivent à faire cette résilience individuelle et personnelle. Il y en a certaines qui sont soutenues et accompagnées. Il y a d'autres qui n'ont pas cette opportunité. Et donc, ils l'extériorisent en la reproduisant et parfois de manière plus atroce. Et donc, ça peut donner
ça compte bien à des catastrophes. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste très ouverte à toutes vos questions, vos remarques ou même vos propositions. Je sais que vous venez de backgrounds différents, vous faites partie d'organisations différentes. Donc, que ça soit dans le cadre de European Center ou le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, nous restons très ouverts. Je n'ai pas eu le temps d'expliciter tous nos projets. Donc, dans le cadre du mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, notre présidente est pour le moment aussi, donc elle milite pour, elle c'est pour la construction, pas d'un orphelinat, mais d'une école en Afrique, en Guinée, puisque l'émancipation de la femme passe par la scolarisation. Et donc, on est très actifs dans ce sens-là. On essaye de permettre à celles qui n'ont pas les moyens d'avoir des tablettes, en essayant d'accélérer la digitalisation dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on pense que la digitalisation permettra d'alphabétiser certaines qui sont dans des zones lointaines, tout en insistant donc, dans nos recommandations vis-à-vis d'ONU Femmes qu'il faut absolument leur donner les moyens. Donc ils veulent absolument accélérer aussi la digitalisation pour lutter contre l'analphabétisme, mais il faut donner les moyens. Il faut quand même leur donner au moins une connexion Internet gratuite et des outils, soit un GSM ou une tablette, pour atteindre cet objectif. Donc je vous remercie.